Presque tout ce qui a été écrit sur le pardon part d'un mauvais point de départ. On commence généralement par s'intéresser à la personne qui vous a blessé et à la manière de passer l'éponge sur ce qui a été fait. Cette question est légitime et nous l'aborderons le moment venu. Mais elle ne vient qu'en second lieu. La question la plus ardue et la plus souvent négligée nous renvoie vers la personne que nous sommes le moins enclins à absoudre nous-mêmes. Avant de pouvoir pardonner sincèrement à autrui, il faut accomplir une démarche que l'on n'apprend jamais à la plupart d'entre nous, se pardonner à soi-même en premier lieu. Non pas parce que vous comptez davantage que ceux que vous avez lésés ou que ceux qui vous ont fait du mal, mais parce que ces deux actes constituent un même geste orienté dans des directions opposées et que le mouvement vers l'intérieur précède l'autre. La miséricorde que vous ne parvenez pas à vous accorder est celle que vous ne réussirez jamais à t'offrir à quiconque. Commençons par la distinction que la psychologue Ellen Blake Lewis a clairement établie au début des années 1970 et que June Tang Lee et ses collègues ont confirmé par des données au fil des décennies suivantes, la différence entre la culpabilité et la honte. Nous employons ces termes comme s'ils désignaient le même sentiment. Or, il n'en est rien. L'écart qui les sépare est comparable à celui qui existe entre la guérison et l'absence de guérison. La culpabilité a trait au comportement. Elle dit « J'ai commis une mauvaise action ». Elle porte sur un acte, quelque chose que vous avez fait, qui est extérieur à vous et peut être examiné, nommé et, souvent, réparé. La culpabilité est douloureuse, mais elle permet d'agir, car elle pointe du doigt un élément concret et nous enjoint, en somme, de réparer les choses. Elle constitue le moteur psychologique des excuses, de la réparation et du changement de conduite qui prouve la sincérité de ces excuses. Les recherches montrent que la culpabilité est associée à l'empathie, à la prise de responsabilité et à une réparation constructive. Curieusement, elle joue en votre faveur. Elle suppose que vous êtes capable de faire mieux, sinon, elle ne chercherait pas à vous orienter vers une réparation. La honte, elle, concerne l'être. Elle proclame « Je suis mauvais ». Non pas « J'ai commis un acte cruel, mais je suis une personne cruelle ». Non pas « J'ai échoué, mais je suis un raté ». C'est là que réside le problème structurel, on ne peut pas réparer son être comme on répare un acte. Il n'y a rien à corriger, car le verdict ne porte pas sur une action, mais sur votre nature, une nature que vous percevez comme immuable. 솔직히 말해
Something about you. Something about you. Ainsi, la honte ne vous pousse pas à agir vers l'extérieur pour réparer les choses. Elle vous pousse à vous cacher. Sur ce point, les études sont concordantes, bien que leurs conclusions soient contre-intuitives. Les personnes sujettes à la honte, loin d'être plus morales, ont tendance à se mettre sur la défensive, à rejeter la faute sur les autres, à réagir avec agressivité et à réitérer le comportement même dont elles ont honte. La honte s'attaque à l'être tout entier avec une telle violence qu'elle dissout l'agent capable d'agir autrement. Si c'est vous qui êtes le problème, il ne reste aucune partie intacte en vous pour y remédier. Alors, vous vous rétractez, vous dissimulez, vous recommencez. Telle est l'ironie corrosive au cœur de ce sentiment, l'émotion que l'on imagine capable de brûler le mal, en nous est précisément celle qui risque le plus de le maintenir en place. En pratique, lorsque vous vous condamnez au cœur de la nuit, la chose la plus utile à faire est d'identifier laquelle de ces deux voix s'exprime. Si la voix dit que vous avez blessé quelqu'un et qu'il faut réparer le tort causé, il s'agit de culpabilité. Elle mérite d'être écoutée, car elle cherche à vous mener quelque part. Si la voix affirme que vous êtes le genre de personne qui fait du mal aux autres, que vous êtes brisé et que vous l'avez toujours été, alors c'est de la honte, et elle ne dit pas la vérité. La honte n'est pas la justice. Ce n'est même pas une véritable prise de responsabilité, bien qu'elle en donne une illusion saisissante. Et c'est précisément cette illusion qui piège les gens et les enferme dans cet état pendant des années. Au cœur de ce piège réside une croyance que presque tout le monde entretient sans jamais l'examiner, celle selon laquelle se punir équivaut à assumer ses responsabilités, que la souffrance en est le prix à payer, que s'en défaire reviendrait à s'en tirer à bon compte. Il est utile d'appliquer ici la philosophie de la peine, car elle déconstruit totalement cette croyance. Lorsque les sociétés justifient le recours à la punition, elles invoquent généralement 4 arguments. Il y a la dissuasion, la peine décourage les infractions futures. Il y a la réhabilitation, elle réforme le délinquant. Il y a la réparation, elle répare le préjudice subi par la victime. Et il y a la rétribution, telle idée qu'une faute mérite simplement une réponse proportionnée, que la balance morale doit être rétablie. Confrontez votre propre autopunition à chacun de ces principes et vous verrez qu'elle échoue sur toute la ligne. Votre souffrance dissuade-t-elle quoi que ce soit? Le mal est déjà fait. On ne peut dissuader le passé. Vous réhabilite-t-elle? Bien au contraire. Une personne rongée par la honte n'a plus d'énergie pour s'améliorer. La rumination dévore les ressources même nécessaires à une réforme. Répare-t-elle quoi que ce soit pour la personne que vous avez blessée? Non, votre insomnie ne favorise pas sa guérison. De plus, le fait d'être accaparé par votre propre culpabilité vous rend généralement moins disponible pour elle, et non l'inverse. Seul le 4e argument, la rétribution, semble s'appliquer cette intuition selon laquelle vous méritez de souffrir proportionnellement à vos actes. Or, la rétribution, même lorsqu'elle est acceptée dans le cadre de la justice, est censée être administrée, proportionnée et limitée dans le temps. Elle a une fin. L'autopunition qui persiste dans l'esprit pendant des décennies, elle, ne connaît ni proportion ni fin. Ce n'est pas de la rétribution. C'est une condamnation à perpétuité pour un crime qui, bien souvent, n'aurait exigé que des excuses et une après-midi de réparation. Nous confondons ainsi l'intensité de la souffrance avec la gravité de la prise de responsabilité. Puisque la douleur est vive, nous nous disons que nous agissons forcément pour le mieux. Mais la douleur n'est pas gage d'évolution. Bien souvent, la haine de soi et la faute qu'elle prétend condamner ne sont pas ennemis, mais complices. La honte alimente précisément ce sentiment d'indignité d'où naît, sans cesse, la faute elle-même. Le buveur qui se méprise chaque matin et boit à nouveau chaque soir n'assume pas la responsabilité de sa consommation d'alcool. Il se livre à un rituel d'autocondamnation qui laisse le comportement inchangé et, sans doute, alimente davantage. Pourquoi, alors, nous accrochons-nous avec tant de fidélité à l'autopunition, si elle ne remplit aucun des objectifs que la punition est censée servir? Parce que c'est, paradoxalement, la voie la plus facile. Il est plus aisé de se haïr que de regarder en face ce que l'on a fait, de l'assumer sans ciller.
de réparer les torts, puis de déposer ce fardeau pour avancer en tant qu'être encore capable de faire le bien. Être pardonné, fût-ce par soi-même, revient à s'ouvrir un avenir où l'on est responsable de ses actes futurs. Beaucoup préfèrent continuer à se flageller avec le passé plutôt que d'affronter cette exigence. Malgré toute la souffrance qu'elle engendre, l'autopunition offre un refuge contre sa propre liberté. Alors, que requiert réellement le pardon envers soi-même? Pas sa contrefaçon, qui consiste simplement à se dédouaner, à décider que la faute n'avait pas d'importance, que les personnes blessées devraient passer à autre chose, que rien de tout cela n'était vraiment de votre faute. Ce n'est pas du pardon, c'est de l'évitement. Une part de vous le sait pertinemment, c'est pourquoi cette fuite n'apporte jamais la paix. Vous pouvez gagner le procès de votre propre innocence et vous retrouver tout de même condamné à 3 heures du matin, car la psyché oppose une résistance tenace à sa propre propagande. Le véritable pardon envers soi-même emprunte une autre voie. Il examine la faute avec plus de clarté que ne le permettrait jamais l'évitement, et ce n'est qu'ensuite qu'il lève la punition. Il exige d'abord une vérité plus précise que celle que permet la honte. Cela peut sembler contre-intuitif, car nous associons la honte à une honnêteté impitoyable. Or, elle n'est pas honnête. Elle vous assène un verdict global et flou, mauvaise personne, et tourne en boucle là-dessus, sans jamais en examiner les détails. C'est, en fait, une façon d'éluder la vérité spécifique en la noyant dans une vérité générale. L'exercice consiste donc à remplacer le flou par la précision. Qu'avez-vous fait exactement? Qui a été lésé? Comment et dans quelle mesure? Que deviez-vous réellement et à qui? Quelle part vous revenait et quelle part incombait aux circonstances, aux autres ou à des forces hors de votre contrôle? Presque toujours, la vérité précise s'avère plus modeste et plus humaine que ne le laissait croire le verdict. Non pas dénué de poids ni excusable, mais à l'échelle humaine. On ne peut pas réparer les torts causés par un monstre. On peut réparer un acte précis. Et cet acte correspond à ce qui s'est réellement passé. Cela exige, en second lieu, de la responsabilité, notion constamment confondue avec la honte, alors qu'elle en est l'exact opposé. Assumer sa responsabilité, c'est reconnaître. C'était mon fait. J'en prends la responsabilité. Sans théâtralité ni l'effondrement que met en scène la honte, c'est lamentation du type. Je suis le pire des êtres. Ouh, comment ai-je pu faire une chose pareille? Souvent, ce n'est qu'une mise en scène. Parfois, on cherche discrètement à se rassurer. Or, la responsabilité ne joue pas la comédie. Elle pose simplement la question. Qu'est-ce que cela exige de moi maintenant? Et la réponse est réparée, partout où c'est possible. Le pardon envers soi-même ne permet pas de faire l'impasse sur cette étape. Le chemin vers la libération passe directement par les excuses présentées et le changement de comportement, et non à côté. Il exige aussi une 3e étape, la plus difficile, le lâcher-prise véritable. C'est là que presque tout le monde échoue, car certaines fautes sont irréparables. La personne concernée a peut-être disparu. L'occasion a peut-être été manquée, ne laissant plus rien à faire. La culpabilité, n'ayant nulle part où aller, persiste. Le seuil du pardon envers soi-même se franchit lorsque l'on décide, à cet instant précis, que s'obstiner à souffrir ne sert personne et que l'on choisit de s'en défaire, quoi qu'il arrive. Non pas parce qu'on en a mérité le droit. Il se peut que l'on n'ait jamais le sentiment de l'avoir mérité, et attendre ce sentiment reviendrait à attendre indéfiniment. On s'en défait, parce que porter ce fardeau ne ramène personne et ne repart rien. Cela ne fait qu'écarter du jeu une personne de plus, vous, qui êtes encore en vie et capable de faire le bien. Il n'y a aucune vertu dans ce retrait. Personne n'est honoré par votre autotructru. La capacité qui rend ce lâcher-prise possible porte un nom dans les travaux de recherche, l'autocompassion, un concept largement étudié par la psychologue Kristin Neff. Sa découverte majeure va à l'encontre de l'éducation reçue par la plupart d'entre nous. Nous supposons que la sévérité envers soi-même est garante de discipline, que la voix critique intérieure, aussi cruelle soit-elle, est nécessaire, et que, sans ce fouet,
nous deviendrions paresseux et complaisants envers nous-mêmes. Or, les données indiquent le contraire. Les personnes capables d'accueillir leurs propres échecs avec une certaine bienveillance sont plus enclines à en assumer la responsabilité, à retenter leur chance et à changer véritablement. Précisément parce qu'elles ne gaspillent pas toute leur énergie à défendre un moi assiégé. Neff définit l'autocompassion comme un ensemble de 3 composantes, indissociables. Cette précision est capitale, car le terme prête à toutes sortes de contresens. La première composante est la bienveillance envers soi-même, refuser de se montrer plus cruel envers soi qu'on ne le serait envers un être cher. La deuxième est ce qu'elle appelle l'humanité commune, reconnaître qu'échouer, ne pas être à la hauteur ou blesser quelqu'un sans l'avoir voulu ne constitue pas un défaut qui vous serait propre, mais une condition inhérente à la nature humaine. Croire que l'échec vous isole du reste de l'humanité relève, en soi, d'une forme discrète de mégalomanie. La troisième composante est la pleine conscience, regarder la douleur en face, sans la refouler ni s'y noyer. Rien de tout cela ne relève de l'apitoiement sur soi ni de la recherche d'excuses. C'est l'attitude qui rend le changement possible. Une véritable énigme philosophique se cache ici. Il vaut la peine de la nommer plutôt que de l'éluder, car c'est le genre d'objection qu'une personne réfléchie ne manquera pas de soulever. Certains philosophes soutiennent que le pardon est intrinsèquement relationnel. Pardonner serait un acte qu'une personne accomplit envers une autre, en réponse à un tort subi. Et se pardonner à soi-même constituerait donc une confusion, voire une contradiction. Si vous avez causé du tort à autrui, le raisonnement veut que ce soit à cette personne de pardonner et non à vous. Cette idée est fondée et la prendre au sérieux permet de mieux cerner la nature réelle de l'autopardon. Il ne s'agit pas du pouvoir de s'absoudre d'une dette envers autrui. Vous ne pouvez pas le faire. Prétendre le pouvoir reviendrait, là encore, à se voiler la face. Il s'agit plutôt de la réconciliation d'un moi divisé. La part de vous qui a commis la faute est celle qui doit continuer à vivre en tant que personne l'ayant commise. Ce que l'autopardon restaure, ce n'est pas votre statut aux yeux de la victime. Seul son pardon peut y parvenir, mais votre rapport à vous-même. Ce que les philosophes Geoffrey Murphy et Gene Hampton appelleraient le respect de soi. Vous pouvez avoir une dette envers quelqu'un que vous ne pouvez plus atteindre, en assumer l'entière responsabilité, tout en refusant de laisser cette dette anéantir votre capacité à vivre et à faire le bien. Ce refus ne constitue pas une absolution. C'est la décision de demeurer un agent moral en exercice plutôt qu'un accusé permanent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas commencer par les autres. Ce principe n'est rien d'autre qu'une loi de la vie intérieure, on ne peut donner ce que l'on ne possède pas. Celui qui ne s'est jamais pardonné à lui-même peut certes accorder son pardon aux autres, mais il ne peut pas véritablement leur offrir, car le même juge impitoyable siège toujours en lui. Or, un juge qui ne s'accorde aucune clémence finira par ne témoigner de véritable clémence envers personne. On observe ce schéma dans la manière dont une telle personne traite le monde qui l'entoure. Souvent, elle se montre dure envers chacun, prompte à condamner et lente à pardonner, exigeant des autres qu'ils se conforment à la norme impossible qu'elle s'impose à elle-même, car chaque défaut chez autrui lui renvoie une image insupportable. À l'inverse, elle peut basculer dans l'excès opposé et faire preuve d'un laxisme aveugle, incapable de demander des comptes à quiconque, faute de concevoir comment une personne peut commettre une faute réelle tout en conservant sa dignité. Ces deux réalités ne peuvent coexister dans son esprit. Elle nie. Donc, la faute pour préserver la valeur de la personne. Dans les deux cas, il y a absence de pardon. Seule la personne qui a éprouvé, pour elle-même, ce que signifie être à la fois véritablement responsable et véritablement libéré peut offrir cette même combinaison à autrui. Lorsque nous tournons notre regard vers l'extérieur, la première tâche consiste à dissiper les malentendus, car ce sont eux qui amènent de nombreuses personnes réfléchies et soucieuses de leur dignité à refuser de pardonner, et ce, pour des motifs qu'elles jugent moraux. On leur a transmis une définition erronée. La confusion la plus fréquente concerne la distinction entre le pardon et la réconciliation. Il s'agit de deux choses bien distinctes. La réconciliation implique la reconstruction d'une relation. Elle nécessite deux parties et dépend,
à juste titre, de la reconnaissance du tort par l'offenseur, de son changement d'attitude et de sa capacité à démontrer, au fil du temps, qu'il est digne de confiance. Le pardon, en revanche, est une démarche que l'on peut accomplir seul. C'est un acte intérieur. Il s'agit d'effacer la dette, de renoncer à se venger et d'abandonner l'exigence que l'autre souffre en proportion du mal causé. On peut pardonner totalement à quelqu'un sans jamais lui adresser la parole par la suite. On peut accorder son pardon tout en gardant la porte verrouillée, parce que la personne représente un danger et que la sagesse commande de la tenir à l'écart. Pardonner ne signifie pas faire confiance. La confiance doit être conquise grâce à un changement de comportement. On ne la doit jamais à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. La réticence à pardonner naît souvent de la crainte de s'exposer à nouveau au mal, de l'idée que pardonner reviendrait à laisser revenir l'offenseur ou à juger l'acte acceptable. Or, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et rien ne vous oblige à rendre le couteau à la personne qui s'en est servie contre vous. Le pardon et les limites personnelles ne sont pas antinomiques, mais complémentaires. On pardonne pour se libérer et l'on fixe des limites pour se protéger. La deuxième confusion porte sur le rapport entre le pardon et l'oubli. L'injonction classique de « pardonner et oublier » exige l'impossible et vous fait ensuite culpabiliser de ne pas y parvenir. Le souvenir d'une offense constitue une information précieuse. Il vous renseigne sur la nature de l'autre et sur la manière de vous protéger. L'effacer reviendrait à vous laisser sans défense. Le pardon n'exige pas l'amnésie. Il demande simplement de modifier son rapport au souvenir, afin que celui-ci puisse ressurgir sans vous submerger à chaque fois. L'objectif n'est pas d'effacer le souvenir de son esprit, mais de faire en sorte que ce souvenir perde son pouvoir de blesser lorsqu'il refait surface. La troisième confusion concerne la distinction entre le pardon et l'approbation. C'est ici que la philosophie entre en jeu. Dissiper cette confusion permet de rendre le pardon compatible avec le respect de soi, plutôt que de l'y opposer. Pardonner ne signifie pas juger l'acte acceptable, c'est même tout le contraire. On ne pardonne jamais ce qui constituait un tort véritable. Ce qui est acceptable ne requiert aucun pardon, mais simplement de l'acceptation. Le pardon commence par la pleine reconnaissance qu'un tort réel a été commis, qu'on vous devait quelque chose que vous n'avez pas reçu, qu'une limite a été franchie, que votre souffrance était légitime. Et ce n'est qu'alors qu'il libère de la dette. C'est précisément ce qui confère tout son poids à cet acte. Un pardon qui, d'emblée, réduit le tort à néant n'est pas un pardon. C'est le philosophe et évêque du XVIIIe siècle Joseph Butler qui a le mieux perçu cela, dans deux sermons qui demeurent le fondement de toute la littérature philosophique sur le sujet. Butler soutenait que le ressentiment est une passion naturelle, voire utile et moralement sérieuse. C'est la réaction de l'esprit face à l'offense et à l'injustice, une forme de protestation actant qu'un tort a été commis, et que vous comptez assez pour qu'on puisse vous faire du tort. Pour lui, pardonner ne signifiait pas faire disparaître le ressentiment. Il s'agissait plutôt de le modérer, de refuser de laisser une réaction légitime, face au tort se muer en malveillance tenace, en un désir de voir l'autre souffrir comme une fin en soi. Il s'agit là d'une rectification cruciale par rapport à la vision sentimentale. Murphy et Hampton ont développé cette idée 2 siècles plus tard. Ils ont averti que pardonner trop hâtivement, avant même d'avoir pleinement pris la mesure du tort subi, pouvait constituer une défaillance morale, une simple politesse, une manière silencieuse de dire que vous n'aviez pas vraiment d'importance et que l'atteinte à votre dignité ne méritait pas d'être prise au sérieux. Le respect de soi peut exiger une période de ressentiment. Le pardon ne consiste pas à supprimer cette réaction, mais à s'en défaire, le moment venu, de manière délibérée. Et la différence entre les deux est celle qui sépare la santé mentale de l'abandon de soi. Que se passe-t-il donc réellement lorsque l'on refuse de pardonner? Et quel est le coût de ce refus pour celui qui l'exprime? Sur ce point, la psychologie et la philosophie convergent vers une même réponse. Nietzsche a donné un nom philosophique à la rancune non résolue, le ressentiment. Il s'agit de l'empoisonnement, lent d'un individu par une soif de vengeance impuissante et ruminée, ne trouvant aucune issue. Elle se retourne vers l'intérieur et remodèle toute la personnalité autour de la blessure initiale. Il a compris qu'une rancune entretenue trop longtemps ne préserve pas la dignité, mais la déforme. La personne qui se construit autour d'une vieille blessure finit, avec le temps, par ne plus être faite que de cette blessure. Depuis lors, la psychologie a mesuré ce que Nietzsche avait décrit. Dans une série d'expériences célèbres, la psychologue Charlotte Van Ooyen-Whitfield a demandé à des participants de se remémorer avec vivacité une offense réelle et de ressasser le griffe, tout en mesurant leur réaction physiologique.
Le fait de ressasser la blessure déclenchait exactement la physiologie d'une menace immédiate, accélération du rythme cardiaque, hausse de la tension artérielle, augmentation des hormones du stress et tension musculaire. Le corps se mobilisait contre une blessure qui, en réalité, appartenait au passé. En revanche, lorsque ces mêmes personnes étaient amenées à éprouver de l'empathie ou à pardonner, leur organisme s'apaisait. La conclusion est sans appel. La menace à laquelle le corps réagit n'est pas l'événement initial, qui est révolu. La menace réside dans le fait de s'accrocher à ce griffe. Et ce processus se déroule entièrement en vous. Il est fort probable que la personne à qui vous refusez de pardonner ne pense pas du tout à vous. L'offense qui a structuré des années de votre vie intérieure n'a peut-être laissé aucune trace dans la sienne. Votre ressentiment ne l'atteint pas. Il ne nuit qu'à vous seul. La rancune que vous entretenez pour le punir finit, au sens le plus littéral et mesurable du terme, par vous punir vous-même. C'est là toute la vérité de ce vieil adage garder rancune, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre en meure. Le poison ne se propage pas, il reste dans le corps de celui qui l'a ingéré. Au-delà de l'aspect physiologique, il existe un coup plus subtil, que la philosophe Hannah Arendt a mis en lumière avec une profondeur inégalée. Arendt observait que l'action humaine, au sein de la condition humaine, possède une structure tragique, elle est irréversible. Une fois accomplie, un acte ne peut être défait et ses conséquences se propagent indéfiniment. Si nous n'avions aucun remède à cela, chaque tort commis nous enchaînerait à jamais. Nous serions prisonniers à perpétuité d'actes passés, les nôtres comme ceux d'autrui. Le pardon, selon Arendt, est la faculté humaine qui nous libère de ce piège. C'est le seul pouvoir dont nous disposons pour interrompre la chaîne, par ailleurs infinie, des conséquences, et pour initier quelque chose de nouveau. Sans cela, écrivait-elle, nous serions confinés à un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Cela donne une nouvelle perspective à toute l'affaire. Le pardon n'est ni faiblesse ni capitulation. C'est cette capacité proprement humaine de refuser d'être définie à jamais par ce qui a été commis. C'est la seule chose qui rende possible un avenir vivable après avoir subi un tort. Refuser de pardonner vous maintient enchaîné à l'offenseur. Tant que le compte reste ouvert, vous demeurez prisonnier d'une relation unilatérale et empreinte d'amertume avec lui. Il habite votre esprit et dicte votre humeur bien des années après avoir quitté votre vie. Vous imaginez la rancune comme un mur dressé entre vous. En réalité, c'est une corde dont vous tenez les deux extrémités. Une mise en garde s'impose ici, car il existe une contrefaçon du pardon qui fait plus de mal qu'un ressentiment honnête, précisément parce qu'elle empêche la guérison qu'elle prétend imiter. Il s'agit du pardon proclamé prématurément. Je lui pardonne. J'ai tourné la page. Je suis en paix. Des mots prononcés avant même que la colère n'ait été ressentie, la blessure examinée ou le prix du préjudice reconnu. La littérature psychologique a un nom pour cela, le contournement spirituel, spiritual bypassing. Ce terme, inventé par le psychologue John Welwood, désigne l'utilisation d'idées et d'un langage spirituel pour éviter un travail émotionnel nécessaire, mais inachevé. Ce faux pardon ne dure pas, car rien n'a été libéré. On ne peut se défaire de ce que l'on refuse de prendre en main et d'examiner. La colère ne s'évapore pas sur simple déclaration. Elle s'enfouit en profondeur pour ressurgir de manière détournée sous forme de froideur, de tension ou d'une amertume qui affleure aux moments les plus inattendus. Ici, l'idée de Butler refait surface sous une autre forme. Le ressentiment tentait de vous révéler une vérité. Or, un pardon qui fait l'impasse sur le ressentiment fait l'impasse sur la vérité. Le véritable pardon traverse, donc, la colère au lieu de la contourner. C'est précisément là que le concept de ombre chez Carl Jung cesse d'être une simple métaphore. Jung a employé ce terme pour désigner les parts de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître, notamment la cruauté et la soif de vengeance, ainsi que cette sombre satisfaction. Si nous étions honnêtes, que nous éprouverions face à la souffrance de celui qui nous a fait du mal. Comme nous préférons nous voir comme des personnes bienveillantes, au-dessus de tout cela, nous rejetons ces pulsions. Oh, l'intuition fondamentale de Jung était que ce qui est rejeté ne disparaît pas pour autant. Cela bascule dans l'inconscient et, à l'abri des regards, gagne en puissance au lieu de s'affaiblir. La soif de vengeance que nous refusons d'assumer s'exprime indirectement par un retrait glacial, par de petites punitions inavouées ou encore par l'espoir, dissimulé sous des paroles de pardon, que l'autre reçoive la monnaie de sa pièce. La voie à suivre ne consiste pas à feindre l'absence de l'ombre, ce qui ne ferait que la renforcer, mais à se tourner vers elle, à la regarder en face et à admettre sans détour. Une partie de moi veut qu'il souffre.
Une partie de moi refuse de clore ce chapitre, car cette amertume me donne l'impression d'avoir encore un pouvoir sur ce qui s'est passé. Seul ce qui est conscient peut être consciemment lâché. Le refoulement n'est pas le pardon, c'est une rancœur désormais cachée, y compris à soi-même, qui continue d'agir là où l'on ne peut plus l'atteindre. Le véritable pardon comporte donc des étapes incontournables: ressentir pleinement la colère, dire la vérité sur sa propre part d'ombre et, alors seulement, une fois tout cela mis en lumière, renoncer à la dette. Non pas parce que l'on ne ressent plus rien, mais parce que l'on a décidé, en pleine conscience du fardeau que l'on porte, que ce poids coûte bien plus cher qu'il ne vaut. Une dernière distinction permet de se libérer d'un fardeau immense et inutile. Elle nous vient du psychologue Everett Worthington, qui a étudié le pardon avec une rigueur inégalée. Son approche est née, en partie, de l'assassinat de sa propre mère, un détail qui importe car il prouve que ces réflexions ne sont pas le fruit d'une théorisation abstraite menée à l'abri des réalités douloureuses. Worthington distingue le pardon décisionnel du pardon émotionnel. Le pardon décisionnel est un acte de volonté, un engagement à effacer la dette, à renoncer à la vengeance et à cesser d'alimenter la rancune. Vous pouvez prendre cette décision dès aujourd'hui, alors que la colère est encore vive et la blessure encore ouverte. Il s'agit d'un changement d'intention semblable au fait de se tourner vers une destination que l'on ne peut pas encore apercevoir. Le pardon émotionnel est une transformation plus lente, le remplacement progressif d'un ressentiment brûlant par un sentiment plus apaisé. C'est le jour où l'on constate que le souvenir a perdu de son emprise, l'émergence possible d'un état de neutralité, voire de compassion. Cela ne se décrète pas en un instant. Le processus peut prendre des mois, voire des années, et se déroule par vagues. Il y aura des jours où l'ancienne colère ressurgira avec toute sa force, vous donnant l'impression d'avoir échoué. Ce n'est pas le cas. Le décalage entre la décision et le ressenti ne constitue pas un échec, mais reflète la nature même du cœur humain, qui ne change pas sur commande. Vous prenez la décision qui vous incombe, vous la réaffirmez sans cesse, et le sentiment finit par suivre son propre rythme. C'est pourquoi le psychologue du développement Robert Enright, souvent considéré comme le père de l'étude scientifique du pardon, le décrit comme un processus plutôt que comme un événement, une succession d'étapes traversées au fil du temps, et non un instant unique de résolution, l'image courante du pardon, un interrupteur que l'on bascule ou une porte que l'on referme d'un coup sec, voulant à l'échec. Car le véritable pardon s'apparente davantage à la manière dont on se défait d'une habitude profondément ancrée non pas une fois pour toutes, mais encore et encore, jusqu'au jour où l'on réalise que l'effort n'est plus nécessaire depuis quelque temps. La rechute n'est pas un échec. C'est en revenant à ce travail que l'on pratique véritablement le pardon. Vient ensuite le cas qui fait voler en éclats toute conception rassurante, celui où les excuses ne viennent jamais et ne viendront jamais. Notre conception du pardon repose en grande partie, et souvent à notre insu, sur l'idée que l'offenseur doit faire sa part, reconnaître sa faute, présenter des excuses, et permettre que les comptes soient soldés avant que la dette ne soit effacée. Certains philosophes, comme Charles Griswold, ont soutenu que cette dynamique à deux où l'offenseur se repent et la victime réagit, constitue le modèle même du pardon, son expression la plus aboutie et la plus complète. Dans un monde idéal, il en irait ainsi, mais la réalité offre rarement ce scénario. L'offenseur peut ne jamais s'excuser, croire sincèrement n'avoir rien fait de mal, s'être forgé une version des faits où il est lui-même, la victime, être passé à autre chose sans le moindre remords, ou encore être décédé. Si le pardon exigeait véritablement la participation de l'offenseur, votre paix intérieure resterait à jamais otage de ceux qui sont le moins enclins à vous l'accorder. Plus l'offenseur serait cruel et impénite, plus votre propre peine s'éterniserait. Une telle vision morale ne saurait être défendable. Elle reviendrait à laisser les malfaisants s'approprier la paix de ceux qu'ils ont lésés. C'est pourquoi la tradition de pensée la plus profonde sur le sujet insiste sur le fait que, dans les cas les plus difficiles, le pardon doit pouvoir être accordé unilatéralement. C'est un acte que vous pouvez accomplir seul, sans excuse, sans reconnaissance, ni même sans que l'offenseur en ait connaissance. Le philosophe français Vladimir Jankélévitch a poussé ce paradoxe jusqu'à son paroxysme. Il soutenait que le véritable pardon se manifeste précisément là où il semble impossible, face à l'impardonnable, car toute autre forme de pardon plus aisée ne relève que de l'excuse ou de l'oubli. Dans ce cas extrême, c'est à quoi vous renoncez, c'est à l'espoir d'un passé différent. Vous abandonnez ce fantasme selon lequel l'autre finirait par se réveiller, comprendre, revenir sur ses pas et réparer le mal à la racine. Tant que vous vous accrochez à votre rancœur, une part de vous continue d'attendre cette réécriture de l'histoire, maintenant le compte ouvert dans l'attente d'un paiement qui ne viendra jamais. Pardonnez, ici,
revient à clore le compte, accepter que les choses se soient déroulées exactement comme elles l'ont fait, qu'elles sont irréversibles, qu'aucune excuse ne viendra, et renoncer à exiger qu'il en aille autrement. Non pas parce que l'offense était acceptable, mais parce qu'il est impossible de vivre pleinement un présent entièrement consacré, attendre que le passé soit réparé. À un certain stade, l'attente elle-même devient plus destructrice que la blessure initiale. En fin de compte, le pardon est la décision de cesser d'attendre. Il convient de noter que tous les penseurs sérieux ne voient pas le pardon d'un œil favorable, même dans ce contexte. La philosophe Martha Nussbaum a soutenu, dans des travaux récents, qu'une grande partie de ce que nous appelons pardon est entaché d'un désir de revanche tourné vers le passé, un désir fondamentalement irrationnel, puisque la souffrance d'autrui ne saurait effacer la vôtre. Elle suggère qu'une démarche plus saine consiste en ce qu'elle nomme là, transition, délaisser totalement le décompte des torts pour se tourner vers l'avenir, vers son propre bien-être et, si possible, vers la générosité. Que l'on qualifie le résultat de pardon ou de quelque chose qui le transcende, le conseil pratique rejoint toutes les autres approches. Il faut se défaire de cette emprise qu'exerce la dette sur le passé, afin de libérer un avenir que cette même emprise rendait impossible. Il est une image issue de la tradition religieuse qu'il vaut la peine d'emprunter, quelles que soient vos convictions, car elle saisit l'unité structurelle de la question en un seul mot. Dans la prière que les chrétiens répètent depuis 2000 ans, une phrase demande que nous soyons pardonnés comme nous pardonnons aux autres. Ce petit mot, comme les deux directions, en un acte unique, et souligne discrètement qu'il ne s'est jamais agi de deux choses distinctes. La miséricorde que l'on reçoit et celle que l'on dispense sont d'une même substance circulant dans un canal unique. Le quai se fleut dans un sens et il cesse de couler dans les deux. Celui qui ne peut pardonner aux autres ne peut pas non plus recevoir pleinement le pardon. Non pas parce qu'un juge extérieur le retient, mais parce que la même dureté qui refuse de l'accorder refuse aussi de le laisser entrer. Il s'agit moins de théologie que de psychologie, exprimée ici avec justesse et précocité. Recevoir et donner sont une seule et même capacité. On ne peut en posséder la moitié seulement. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Se pardonner à soi-même et pardonner à autrui constitue un geste unique orienté dans deux directions. Tous deux regardent en face un tort réel, sans se dérober ni en travestir la nature. Tous deux tiennent quelqu'un pour pleinement responsable, vous ou l'autre, sans faiblir. Et tous deux s'opèrent le même choix, celui qui brise la logique du grand livre des comptes. Il s'agit de renoncer à recouvrer une dette que l'on est pourtant en droit d'exiger, car c'est précisément ce recouvrement qui finit par nous détruire. Dans un sens comme dans l'autre, le pardon ne consiste jamais à réécrire le passé. Le passé est immuable. Le mal a été réel. La cicatrice demeure. Ce qui change, c'est la personne que vous devenez en la portant. Que vous portiez cette blessure comme un griffe à vif dictant votre vie depuis l'ombre, ou comme une cicatrice guérie, toujours présente, faisant toujours partie de vous, mais n'exerçant plus d'emprise. L'événement, oui, ne change pas. C'est la personne qui le porte qui peut changer. C'est elle seule que le pardon touche. Vous continuerez à vous souvenir, et c'est là l'ordre des choses. Le souvenir est garant de sagesse et de sécurité. Mais il existe un monde de différence entre un souvenir qui vous éclaire et un souvenir qui vous emprisonne, entre un maître que l'on consulte et un geôlier que l'on sert. Le pardon, dans les deux sens, est ce lent travail consistant à faire passer un souvenir de la seconde catégorie à la première. Commencez par vous-même. Non pas en vous proclamant innocent. Il se peut que vous portiez le poids de torts bien réels. La voie de l'honnêteté passe alors directement par eux. Par la vérité, la responsabilité et la réparation. Autant une tonne, mais une fois ce chemin parcouru, la discipline consiste à refuser de purger une peine qui n'aide personne et qui prive le monde de la seule personne capable d'y faire encore du bien vous. Toujours là, toujours capable de devenir quelqu'un que le passé n'aurait jamais pu prédire. Et une fois que vous aurez accueilli cette miséricorde venue de vos propres mains, vous découvrirez, presque par surprise, que vous êtes enfin prêt à l'offrir à votre tour. Les vieilles rancunes ressemblent de moins en moins à de la justice et de plus en plus à une corde. Le registre finit par peser plus lourd que les dettes qui y sont consignées. C'est là le premier pardon et le dernier, celui que l'on s'accorde à soi-même pour avoir quelque chose à offrir aux autres.